Et bonjour à tous, donc nous sommes en direct. Bonjour à tous, ici Hugo de Rentman, j'espère que vous allez bien. On va se laisser quelques minutes voilà, pour s'échauffer un peu, pour que tout le monde se connecte. Donc voilà, on est en compagnie de... bonjour Cyril, on est donc en compagnie aujourd'hui de Ghislain et Alexandre. Bonjour. Ah, Bonjour. euh, et donc Merveilleux. voilà, donc Luc, Luc notre troisième participant qui nous rejoint. Bonjour Cyril, comment ça va? Bon, voilà, on vous laisse quelques minutes pour nous rejoindre. Vous avez vu comme la dernière fois, nos amis, vous avez un chat en direct dans lequel voilà, sympa de nous écrire. Dites-nous d'où vous venez, quelle société. Peut-être que je crois qu'aujourd'hui nous avons des francophones des deux continents, puisque nous avons aussi des Québécois dans l'audience. Donc si vous êtes là, faites-nous un petit coucou. Ah bah alors. Messieurs, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Géraldine, comment ça va? Ça va Ah très bah bien. voilà, vous pouvez aller. Bon. Luc, du coup, comment ça va? Ça va super, on est à fond dans la Fashion Week, alors on adore être ici, mais ça fuse dans tous les sens. Ah ouais, tu m'étonnes, ça doit envoyer en ce moment. Ouais, c'est drôle. C'est quoi ça? Ça a commencé aujourd'hui, c'est jusqu'au 7, c'est Non, ça? ça a commencé début de semaine là, et c'est jusqu'à la fin de la semaine. Et voilà, tout le monde est au bord du suicide parce qu'il faut amener une batterie quelque part. Ah, purée. Ouah, c'est pour ça qu'on aime ce job. Alexandre, comment ça va? Bah, ça va super, dans une période assez remplie aussi, mais on s'en sort. On arrive à faire le boulot, à faire partir le matos en temps et en heure. On arrive à récupérer ce qu'il faut et puis tout roule, hein. Bon, trop bien. Trop bien, trop bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Je vois que ça se remplit. On va peut-être pouvoir pas tarder à commencer. Bon, C'est bien donc noté. voilà, juste un petit rappel à tous, hein, comme je vous rappelle aujourd'hui, le sujet de l'émission, de cette live session, ça va être donc toutes les opérations entrepôt. C'est pour ça que dans un instant, nos trois participants vont se présenter pour commencer. Puis après, on va avoir quelques points. Donc on va discuter sur quelques points au fur et à mesure. Voilà, donc plein de personnes qui vous disent bonjour. Bonjour Lucas, Romain, Antoine et Elouane. Enchanté, ravi de vous avoir parmi nous. Restez jusqu'à la fin parce qu'on va avoir quelques annonces pour la France, voilà, des sujets que vous avez dû repasser, mais aussi des petites nouveautés, des choses qui vont se faire juste sur le tas. Quelque chose de sympa qui va arriver en novembre. Également, avant qu'on se quitte, vous aurez une petite démo, puisqu'on en parle, c'est un peu le sujet de l'émission aussi, sur une démo de RFID. Voilà, toujours bon à savoir. Vous avez peut-être pu le voir en direct au JTSE. Cette année, on va faire un nouveau salon à Paris, donc on sera deux fois plus en France. Voilà, on aura plein de sujets en plus en fin d'émission à vous présenter. J'ai l'impression, voilà, bonjour Alix, bonjour Vincent. Je vois qu'il y a du monde de partout, c'est cool. Bon, bah, je pense qu'on est bon. Est-ce que du coup, messieurs, vous êtes prêts à commencer? Ouais. Yes. Tout à fait. Bon, parfait. Alors, attendez que je regarde un peu mes notes, ce qu'on s'était dit. Voilà, donc bonjour à tous, hein, vous me connaissez tous a priori. Hugo, je suis donc le responsable commercial, en quelque sorte de Rentman pour la France. Mais ici, c'est pas moi l'objet, c'est pas moi la star de la journée, on va dire. On est ici pour parler avec trois experts. Et d'ailleurs, je vais vous demander, messieurs, de vous présenter. Voilà, Ghislain, Alexandre, Luc, qui veut commencer? Pour une petite bio pour que les personnes de l'audience puissent vous connaître, on va dire. Allez, je me lance. Allez, Merci. Justin, vas-y. Bon, bah, moi, je suis donc Ghislain Robert, co-gérant de la société VSS et dans la société, je m'occupe principalement de la partie logistique et du stock. Pour présenter VSS très rapidement, VSS, on est une toute petite structure, on est quatre permanents dans la boîte, on fait un peu de son, un peu de lumière et beaucoup d'événements de captation vidéo en direct et de la location d'équipements DJ. Voilà. Que dire de plus? Je sais pas, je crois que je m'étais noté. L'année dernière, on a fait quelque chose comme 900 projets de prestation et de location. Grâce à Ratman, on a pu retrouver tout ce qu'il fallait. Donc voilà. Bon, je profite pour le redire du coup, mais messieurs, je vous rassure que l'objectif de cette émission, c'est pas de vendre Rentman, Ah, c'est aussi voilà, de donner des c'est le conseils. seul rappel que je me permets de faire de Ratman. Promis, Voilà, je ça veut dirai pas plus dire rien. pour autant, vous n'êtes pas obligé non plus de tirer à boulet rouge sur Rentman, c'est pas non plus l'objectif, mais voilà.
Parfait. Alexandre, est-ce que tu veux, je te laisse te présenter? Oui, oui, je vais prendre la suite. Donc, je m'appelle Alexandre. Moi, je travaille chez Multicam. Donc, on est une société de production audiovisuelle, entre autres, parce que c'est une société qui a plusieurs pôles, qui fait aussi une partie software, qui amène une solution un peu comme vMix simplifiée pour faire du coup du broadcast. Moi, je travaille vraiment avec le pôle de la production. Donc, ça va être filmer et retransmettre par exemple des conseils municipaux, du corpo, des spectacles, du théâtre ou alors même des matchs de foot, de basket ou autre. Et moi, mon job ici, principalement, c'est du coup la préparation du matériel qui va partir sur les différents événements, de m'assurer aussi qu'ils reviennent dans un état correct, avec le bon nombre, etc. Le côté logistique pour la gestion d'un parc de véhicules, savoir comment je fais partir mon matos, quand est-ce qu'il revient, etc. Et donc ça fait 1 an que je travaille chez Multicam. Ça fait 3 ans que Rentman est intégré ici. Et du coup, moi, j'ai découvert petit à petit l'outil sur le tas. Et puis, tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Bon, trop bien. Merci Alexandre. Et Luc, écoute, Bonjour. pour finir. Donc, je suis Luc Detour, je travaille chez S-Light. J'allais dire Rentman. Mm. Non, je travaille chez S-Light. On est une société de location de lumière et matériel de prise de vue pour la photographie, essentiellement la mode et des projets de cinéma. On loue donc du matériel lumière, de la machinerie et également des loges, les carloges. Voilà, et ça faisait plusieurs années qu'on essayait de mettre en place une solution efficace pour suivre le matériel qui rentre et qui sort chaque jour pour des prods qui durent en général 1 à 2 jours. Voilà, nous, on a commencé Rentman en février et on est déjà à 1 000 projets. Enfin, je sais pas si c'est beaucoup, pas beaucoup, mais Ah ouais. voilà, voilà, c'est pas des projets de l'ampleur de Ghislain, par exemple, parce qu'ils sont plus courts, je pense. Bien Euh, sûr. mais voilà, et Rentman nous a beaucoup aidé aujourd'hui. Là, ça y est, on est assez exercé. Nous a beaucoup aidé à rendre la gestion le suivi du matériel, à rendre ce suivi beaucoup plus fluide. Voilà. 1000 projets depuis février, Mhm. ça envoie, hein. Ouais, ça Ouais. envoie. Impressionnant. Ah ouais, vous aurez l'occasion de vous comparer. Euh, Parfait, bah merci messieurs. Pour notre audience, je vous rappelle, vous avez donc le chat en ligne. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est là pour ça. On y répondra plutôt en fin d'émission pour que voilà, pour garder un débat fluide tout au long de l'émission. Mais voilà, on répondra à toutes les questions. On aura une période de Q&A à la fin. Ok? Alors, pour commencer, voilà, je voulais juste une petite question d'ouverture. C'est euh, pour vous, est-ce que, voilà, on est en sortie de saison estivale, est-ce qu'il y a eu une trend ou une chose en particulier qui vous a marqué pendant cet été, évidemment, alors lié aux opérations entrepôt, etc. Allez, ne vous Je, battez pas, je, surtout, ne vous je, battez je, pas. je me relance en premier. Rien de, alors un peu compliqué comme question parce que tout est un peu hors norme ces étés, surtout ces dernières années. Mais je dirais que l'été était sportif. Enfin, ouais, je pense que la principale tendance est la même que ces dernières années. C'est la dernière minute, mais d'autant plus, alors pas la même que sur la semaine du défilé, des défilés de mode de S-Light, mais beaucoup de dernières minutes et qui viennent se rajouter à la densité de tous les projets d'été. Donc du coup, la tendance était vraiment la dernière minute avec tout ce que ça implique, les chargements, déchargements, l'optimisation dans les camions sur les preps et sur les retours, sur les bancs de retour. Voilà pour nous. Ok, la dernière minute, intéressant. Alexandre? Ouais, je vais prendre la suite. De notre côté, au niveau opérationnel, c'était une période assez calme l'été. Donc, pour nous, ça a été un moment vraiment de pouvoir mettre les choses à plat. On a profité pour faire un gros inventaire de tout notre matos, nos câbles, etc. Pouvoir même faire toute une phase de test, de réorganisation, de pouvoir intégrer du nouveau matériel, par exemple, qui a été acheté, qui n'y avait pas encore
était rentré sur Rentman avec les numéros de série, les codes barres, parce qu'en fait, mine de rien, c'est quand même un travail aussi de tous les jours, dans le sens où dès qu'on a des remplacements de matériel, une petite commande, etc., il faut vraiment avoir un bon suivi Ouais. là-dessus pour éviter de perdre son matos. Mhm. Donc moi, une bonne partie de l'été, ça a été ce fameux inventaire qui m'a permis aussi de découvrir une facette de l'outil que j'avais jamais utilisé avant, parce que c'était la première fois que je faisais un inventaire en étant vraiment derrière la machine et pas juste à compter le nombre de câbles et à dire, OK, à mon supérieur, on a ce nombre-là, etc. Donc j'ai eu certaines problématiques, pu contacter le support parce que j'ai eu des soucis du coup avec ça cet été. Finalement, j'ai eu les réponses à mes questions, ça s'est bien passé. Et donc, ça a été vraiment une période importante, nous, pour pouvoir tout mettre à plat et démarrer vraiment l'année scolaire à partir de septembre sur des bases Ouais. solides avec du matériel qui fonctionne et qui est bien organisé. Donc, pour Ok. nous, l'été, il a surtout servi à ça. Ouais, parce que ce que tu nous expliquais juste avant, c'est que vous êtes plus sur tout ce qui est diffusion sportive, enfin événements sportifs, donc justement pendant la saison Top 14, Ligue 1, etc. Et sur du corpo qui se passe plus, bah, C'est évidemment, ça, hors des vacances, quoi. sur du corpo ou alors même pour des mairies, etc. Donc souvent, nous, nos périodes où on a le plus d'événements, de prestations, c'est les périodes hors vacances scolaires. Donc même les petites vacances scolaires, en général, c'est des périodes un peu de down où on peut faire vraiment du travail de fond. Et c'est du travail en général qu'on n'a pas le temps de faire quand on a les prestats qui s'enchaînent, le matos qui revient, qui repart un ou deux jours après, voire Hmm. parfois juste deux heures pour faire le retour et un redépart. Donc c'est des périodes qui sont vraiment importantes. Et puis on a aussi la chance d'avoir des petites mains avec des stagiaires ou des alternants de temps en temps pour pouvoir faire vraiment ce travail qui peut vite être assez colossal avec des tâches répétitives, avec un parc qui, mine de rien, s'agrandit petit à petit. Et ça permet Ouais. surtout de faire un point sur le matériel aussi qui a pu être perdu, prêté, parce que vu que de temps en temps, nous, on fait aussi des salons, ou alors qu'on va faire des prestations dans un studio qui est physiquement autre part. Parfois, j'ai des gens avec qui je travaille qui prennent du matos sans forcément prévenir. Donc moi, sur Rentman, je pense qu'il est au stock alors qu'il n'y est pas. Enfin, c'est aussi Ah un oui, travail de pédagogie avec les gens avec qui on travaille pour pouvoir vraiment avoir un bon suivi du matos et éviter les soucis. d'accord. Ok, Voilà, ça marche. parce Intéressant. qu'en fait, moi, je travaille dans la partie stock et j'ai une partie au niveau de la production qui va créer les projets avec la liste du matériel en fonction de la demande du client. Et du coup, en fait, si mon stock il est pas à jour, ils vont me faire des projets, ils vont pas avoir les pénuries. Donc c'est vraiment là, en fait, de temps en temps qu'on Ouais. peut avoir des petits pépins, sachant que moi, je travaille dans le stock et que les personnes qui font les fiches ont pas forcément un œil ici comme moi sur tout ce qui est dehors, tout ce qui est dedans. Donc c'est là où c'est important d'avoir un bon suivi. Hmm. Ok, ça marche. Ok, très clair. Et Luc, toi, quelque chose en particulier qui t'a attiré l'attention ah. Ah oui, oui, oui. Je sais pas si tu te souviens, lorsqu'on cherchait à remplacer le logiciel précédent qu'on avait qui marchait pas bien Oh, du tout. did I freeze? Tu m'en... Ouais, ça va? Mm. Allô, allô? Euh, Ouais, ouais, c'est bon. C'est moi qui ai frisé ou C'est possible, ouais. C'est possible. Nous, ça fonctionne, Euh, hein. Ouais, ok, là, super. ça fonctionne. Je Ah, bon, disais d'accord. que lorsque Ok, bon, parfait. tu nous as présenté Hugo la fonction justement pour faire l'inventaire, la fonction d'inventaire. Pour nous, ça a été une espèce de miracle et de révélation parce que ça marche et que c'est très simple et très fonctionnel, quoi. Et donc nous, on est un petit peu comme Alexandre, on a une activité qui est intense jusqu'à juillet et qui s'arrête le 1er août. C'est terminé, quoi. Donc là, Ouais. inventaire, et l'inventaire a été très efficace. Je suis vraiment content. On sait produit par produit où il est, pourquoi on ne le trouve pas. Ah mais oui, il est perdu parce qu'il était là. Et ça a changé notre façon de faire l'inventaire. C'était super. Voilà. Ok, trop bien. Donc, ouais, donc finalement, on voit un peu ces deux ambiances qu'on peut avoir en fonction de son secteur, hein, tout simplement. Donc, soit c'est effectivement pour tout ce qui est concert, festival, etc., bah, l'été, c'est un peu, Ouais. c'est le rush. Et pour du plus corpo ou de la diffusion, où là, effectivement, bah, comme S-Live ou Multicam, effectivement, là,
Plus calme. Ok. On va passer à notre premier sujet de la journée. Donc, voilà, le sujet de cette expert session, c'est c'est moderniser son entrepôt. Moi, la première question que j'aimerais vous poser, et cette fois, on va commencer par Luc pour changer, c'est qu'est-ce que ça signifie, en fait, selon vous, de moderniser son entrepôt? Est-ce que c'est des process? Est-ce que c'est de la mise en place? Est-ce que c'est plus la façon dont on construit on organise son entrepôt? Voilà. Qu'est-ce que vous y voyez derrière une modernisation d'entrepôt? Bah, je rejoins ce que disait Alexandre et le cœur de notre activité quotidienne, c'est la priorité des priorités et des modes. C'est le suivi de chaque produit qu'on envoie. Et ça, jusqu'à présent, nous, on avait du mal à le faire. C'était un casse-tête, c'était beaucoup, beaucoup de ressources personnelles, individuelles, bêtement mémorisées. Ah oui, il y a eu ce job il y a 3 jours, si, ça. Vraiment des choses parfois avec des productions assez compliquées qui rendent une partie de la liste, mais qui continuent encore un jour. Et donc, c'était vraiment compliqué. Et la modernisation qui consiste de notre côté à mettre en place un système de code barre pour chaque produit et à pouvoir les suivre individuellement grâce à Huntman, pour moi, c'est ce qui est capital et c'est ce qui a changé notre manière de travailler. Je rejoins ce que Hmm. disait Alexandre, c'est bien de mettre des codes barres et de biper, mais après, moi, j'ai fait aussi un travail de remise à plat des process, des manières de travailler pour l'équipe. Voilà, on fait comme ci, on fait comme ça, interdit de ranger quoi que ce soit tant que chaque liste n'est pas bipée, pardon, voilà, donc à la fois l'outil Rentman, ce qu'il a permis dans le suivi des produits, et à la fois ne pas oublier de faire fonctionner les équipes et les process de travail en fait pour que l'outil, en l'occurrence Redman, soit correctement utilisé, quoi. Voilà. Ouais, je vois, d'accord. Donc c'est vraiment un mélange des deux, quoi. Mm. Ok. Gislain, Alexandre, une réaction, votre point de vue dessus? Allez-y, vous avez le Oui, micro. bah, moi, je peux, sans répéter la même chose que Luc, mais effectivement, le fait de d'éduquer, entre guillemets, les gens avec qui on travaille sur le bon process à avoir, c'est quand même primordial pour pouvoir Mm. avoir un bon suivi. Après, c'est pas toujours facile parce qu'on sait qu'il y en a qui ont une façon de travailler, qui sont là depuis très longtemps, qui font leurs fiches sur papier ou alors sur un Google Drive ou sur peu importe. Et c'est pas toujours évident de faire évoluer les façons de travailler de tout le monde. Et sinon, après, moi, je pense qu'une façon de moderniser les entrepôts, comme je disais tout à l'heure, nous, on a de temps en temps des petites mains qui viennent pendant assez peu de temps. Et je trouve que un truc qui peut être intéressant, c'est de pouvoir identifier assez facilement où se trouve tel matos à partir du moment où l'entrepôt commence à être un peu grand, d'en Mm. faire des secteurs, par exemple, en fonction. Moi, je vais avoir un secteur caméra, un secteur câble, un secteur son, un secteur. Je vais essayer de faire des secteurs logiques pour que quelqu'un qui arrive dans l'entreprise n'ait pas besoin de 10 jours, 2 semaines ou un mois à faire le tour du stock pour pouvoir commencer à aider à faire des préparations simples. Donc je pense que c'est aussi une façon de moderniser, c'est peut-être de faire des allées en fonction des différents types de matos, etc. Et puis je pense que nous, c'est un point sur lequel on pourrait s'améliorer pour faire en sorte que les gens assez facilement ils puissent trouver ce qu'ils cherchent. Ouais. Et est-ce que du coup vous avez mis en place chez Multicam genre un circuit en fait à suivre pour que les équipes en fait puissent gagner du temps quoi, c'est qu'en fait ils savent qu'ils doivent passer d'abord à la lumière puis à la diffusion etc. ou comment ça se passe? Alors la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est que nous, du coup, on fonctionne avec la petite scanette Zebra Ouais. et que du coup, alors je Oui, sais plus ok. comment ça s'appelle dans le petit hamburger, mais on peut rassembler entre guillemets les types de matos. Par exemple, avoir tous les câbles d'alimentation électrique, tous les câbles vidéo, après toute la lumière, toutes les caméras. Contrairement à la partie de vie où on va avoir des petites parties qui seront pas forcément logiques pour la préparation. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que ça s'appelle structure de dossier ou une option dans le Ouais, genre, alors Mm, mm. où du coup, en fait, on passe une seule fois en théorie dans chaque allée et on récupère tout ce dont on a besoin au moment où on fait la préparation. C'est ça vraiment le process de base qu'il y a ici pour essayer de pas perdre trop de temps.
Ok. Après, effectivement, je sais pas si on pourrait peut-être dire que tel matériel se trouve dans l'allée numéro 1, 2, 3 sur telle étagère, avec un système de notes dans les équipements, mais ce serait peut-être un petit peu trop poussé aussi pour retrouver le matériel. Après, c'est sûr que Ouais. Ouais, bon, ça dépend de la taille des c'est un, entrepôts et des stocks, c'est pardon, un coup à Alexandre. prendre. Mm. Ouais. Ça- Ouais, non, bah après, là, c'est un stock qui est à taille humaine encore, mais il y a quand même moyen de chercher quelques minutes dans plusieurs allées si on sait pas du tout ce qu'on cherche ou où c'est, mais oui, c'est sûr. Ça Ouais, marche. Attendez, je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat à propos du RFID. Vous inquiétez pas, on a toute une partie de la présentation sur cette question-là. Je sais que c'est un truc ou sur, en tout cas sur le tracking d'équipement, sur la technologie à utiliser, RFID, QR code, code barre, etc. On en parlera vers la fin, promis. Promis. Désolé. Ghislain, t'as à dire quelque chose, je crois? non, j'allais dire quoi, toute la partie, enfin, j'allais dire, enfin, je pense que peu importe la taille de l'entrepôt, rassembler les parties donc nous, pareil, on numérote tous nos rayonnages, on a un tout petit dépôt, mais les rayonnages sont numérotés, comme ça, quand il y a une personne extérieure qui vient, les produits sont bien référencés au bon endroit, c'est plus facile à chercher, et en plus, le fait qu'on soit une toute petite structure, nous, on a beaucoup de variétés d'éléments et ça facilite beaucoup les choses d'avoir numéroté les rayonnages et que ça soit vite repérable via les interfaces qu'on a. Ouais, parce que c'est vrai que c'est aussi ce que disait Alexandre, c'est que souvent enfin, on est dans une industrie où il y a beaucoup de personnes qui viennent, voilà, Mm, des freelances, voilà, qui sont là que pour une mm, saison, des stagiaires, des alternants, voilà, des mm. intermittents bien entendu, et bah, il y a toujours ce besoin, j'imagine chez vous aussi, en fait, de pouvoir les former rapidement sur comment Complètement. fonctionne l'entrepôt. Comment vous, ça s'est fait en fait? Est-ce que vous avez, je sais pas, qui passe une semaine de formation avec une personne de l'équipe? Est-ce que vous avez une Bible en quelque sorte qui doivent lire en amont? Comment vous faites, comment vous gérez cette formation des équipes? Alors, enfin, il y en a pas. On a plein de process qui sont clairs, mais l'objectif c'est que tous ceux qui utilisent nos outils, ce soit des personnes internes, on n'a pas de personnes externes qui vont se mettre à utiliser nos outils. En tout cas, on forme pas les personnes, on passe pas du temps à former une personne. Les intermittents, notamment, sont trop volatiles. C'est trop compliqué de fidéliser un intermittent, en tout cas pour des tailles de structures comme nous, en tout cas, de fidéliser un intermittent pour qu'il soit là longtemps. Donc, on passe pas du temps à les former. En revanche, on a toujours un référent nous, les 4 permanents qu'on est, l'idée c'est qu'ils quittent le moins possible le dépôt. Et on fonctionne beaucoup avec les intermittents derrière. Donc du coup, il y a toujours un permanent qui est là, notamment Vincent chez nous, qui fait à fond du dépôt, qui est toujours au dépôt, qui maîtrise tous nos outils à la perfection et qui supervise la flopée d'intermittents, que ce soit pour des retours ou pour des départs, systématiquement au dépôt. Donc on fait très peu de formation, on forme beaucoup nos équipes pour améliorer sans arrêt nos process de travail, mais très peu d'intermittents. Alors on a deux, trois intermittents, forcément, à force de venir 10 fois dans le même été, ils commencent à comprendre nos Ouais, rouages, mais on va pas plus loin que ce type de formation-là. C'est, enfin, chez nous. ok, d'accord. Et toi, Alexandre, du coup, puisque c'est toi qui as parlé notamment de stagiaires et d'alternants, comment ça se passe? Alors nous, il n'y a pas vraiment de process de formation pour les nouveaux. En même temps, moi là, du coup, ça va être la première fois où j'avais un alternant qui était là avant que j'arrive et qui arrive en fin d'alternance et là, du coup, qui est remplacé. Ok, Donc pour l'instant, on est vraiment pile poil en train de faire cette passation entre guillemets. Et moi, la façon entre guillemets que j'ai trouvé pour faire cette formation, c'est juste que pour l'instant, les premières préparations simples, on les a faites à deux, même si ça fait un petit peu un double travail. Puis après, j'essaie de laisser la personne en autonomie et je fais une deuxième vérification derrière. Et hmm, je pense qu'à partir du moment où elle aura pratiqué suffisamment et que du coup il y aura une confiance qui s'est installée, je pourrais être totalement me reposer en gros sur sur la, ok. l'alternant. Voilà, c'est ça. Et donc, il n'y a pas vraiment de process. Moi, je pense que c'est par la pratique et la communication, la confiance. Et puis, je leur dis toujours, si vous avez un doute, ne sortez pas le matos, le préparez pas. Et puis, Mhm, dans tous les cas, tout ce qui aura été fait, ça aura été un gain de temps pour mhm, nous, forcément. Et mhm, après, nous, pour les intermittents qui viennent, etc.,
Il y en a certains qui savent se servir de Rentman. C'est souvent des intermittents qui ont été alternants chez nous avant, Ah, qui savent s'en servir. Mais c'est vraiment une minorité. Et effectivement, ça arrive de temps en temps qu'un intermittent ou même un réal qui vient récupérer son matos, ils se disent, ah, par exemple, je prendrais bien un ou deux tourets en plus. Donc, en général, ça finit soit en message sur WhatsApp ou un petit mot avec un papier sur le bureau. Ah, j'ai pris ça en plus. Hmm. Et au final, bah, après le lendemain matin en arrivant, on fait la petite modif et au moins on est au courant, quoi. On essaye de faire en sorte quand même d'avoir un minimum de communication avec les gens qui rentrent et qui sortent pour avoir un suivi sur le matos. ok, très Voilà. bien. Et toi, Luc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu à gérer en interne ou est-ce que, un peu comme Gislain et VSS, vous avez que des ressources fixes pour la partie prépa? Non, là, effectivement, on a un stagiaire là en ce moment. Et la bonne vieille technique du binôme pour démarrer, elle est quand même assez efficace. Avec, je rejoins Ghislain qui est que effectivement, le stagiaire, il va pas toucher à Rentman. Par contre, il doit comprendre comment ça fonctionne, pourquoi on commence par ça plutôt que ça, pourquoi on ne range pas les produits sans les avoir bipés. Il doit comprendre comment on fonctionne, mais il va fonctionner en binôme avec quelqu'un qui connaît sans, sans avoir la main sur, sans toucher à Rentman. Donc, bon, ça c'est le cas des stagiaires. J'imagine que on n'a pas eu le cas de figure de nouvel arrivant. En fait, depuis qu'on a installé Rentman, puisque D'accord. c'était il n'y a pas longtemps. Euh, et puis sinon, oui, il y a eu une personne. Là, je vais être remplacé dans quelques temps. Et donc, oui, là, forcément, j'explique le fonctionnement de Rentman à mon remplaçant. Mais voilà, voilà. C'est un, Rentman reste plutôt un outil qui est utilisé par comme, comme chez Ghislain, les permanents de l'équipe. Voilà, il y a trois, quatre personnes chez nous qui vont utiliser Rentman. Voilà. D'accord. Ok, ça marche très clair. Alors là, c'est plus une question du coup pour Ghislain, ou enfin, même ça marchera aussi pour Alexandre et Luc, parce que c'est plus lié en fait aux périodes de rush. C'est est-ce que justement, Ghislain, toi cet été, ou Alexandre et Luc, plus pendant vos périodes de rush, vous avez remarqué des lacunes ou des trous dans les processus de préparation ou d'entrepôt de manière générale, et vous êtes dit, ça vous a fait penser à des solutions pour justement gagner en efficacité, etc. Parce que c'est vrai que c'est souvent dans ce genre de situation qu'on voit le plus souvent quand il y a un problème ou un trou dans la raquette, quoi. Carrément. Un coup- Pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, Luc, Ouais. vas-y. Si on parle voilà, d'entrepôt de manière générale, nous, on a eu un souci récurrent parce qu'effectivement, on a des périodes de rush. On est très très carré sur les départs, sur les listes qui partent, et qui sont vraiment. Il y a, les erreurs sont rarissimes. Par contre, lorsqu'on a des erreurs, c'est sur les retours. Et c'est dû au fait qu'il y a des listes et du matériel qui revient souvent tard, en fin de journée, avec des chauffeurs qui sont fatigués, qui ont roulé, Mm. etc. Hein. Et donc, il y a des erreurs de séparation du matériel. C'est-à-dire que il va y avoir 8 listes de matos qui reviennent et on peut se trouver à des situations où il y a du mélange. Et ça, Rentman permet éventuellement, si on bip, si on scanne un produit qui n'est pas dans la bonne liste, il va vous dire ouais, ouais, ça vient de là. Ouais. Ça, ok, super. Mais l'erreur humaine qui fait que le produit en question, il a été rangé à Mm. 22 heures avant même d'être bipé, scanné, etc., génère une situation qui fait que le lendemain, on croit que le produit est manquant. Donc là, Ah oui. finalement, je ne parle pas spécifiquement de Redmap, mais nous, on est en train de mettre en place un système de meilleure séparation des retours lorsque les listes reviennent à des heures souvent avancées, tu vois, au-delà de 19 heures, voilà, afin de séparer physiquement, très, très concrètement, de bien séparer les listes et les matériels pour pas faire d'erreur de retour, en fait. Donc, l'outil Rentman au départ et au retour est efficace. L'outil humain, voilà, ça nous dispense pas d'être quand même organisé sur la manière dont on range le matériel lorsqu'il revient. Voilà. Ouais. Ouais, Antoine, dans le chat, dit des zones tampons, effectivement, de retour ou des zones de contrôle pour s'assurer que tout est bon, Ça, quoi.
c'était ça. Mais quand il y en a sur les 800 mètres carrés de l'entrepôt, parfois c'est un peu compliqué. J'imagine. Ouais. Ok, intéressant. D'accord, ok, je vois. Et vous, du coup, les gars? Justin, Alexandre? Bah, alors nous, on a des zones de préparation vraiment cloisonnées. Alors, je pense que le problème chez nous, c'est qu'on n'en a pas beaucoup. On a vraiment des étagères Comme derrière. cloisonnées. Et j'ai un peu comme derrière, mais en vide, du coup, Ouais. c'est les zones de préparation et les zones de retour sont les mêmes. Parce que du coup, en gros, une étagère, je vais l'affecter à un projet. Parce qu'en général, les projets, c'est 24 heures, 48, et c'est rarement très très long. Donc en gros, les gens qui vont partir avec le matériel, ils vont le remettre au même endroit. Donc j'ai rarement le souci d'avoir du matériel qui est éparpillé dans tous les sens. Par contre, forcément, avec 4 zones, dès que c'est un peu le rush, bah, je peux me retrouver à faire des zones un peu au milieu de nulle part avec du gaffeur par terre en disant, Ouais, bah ouais. voilà, ça c'est vous, Hmm. et j'ai pas d'étagère, etc. Donc ça, c'est un point aussi où forcément, quand on commence à manquer de place en fonction de l'activité, on se débrouille comme on peut. Et sinon, après, comme disait Luc, au niveau humain, moi, ça m'arrive aussi d'avoir des soucis sur du retour de matériel. Par exemple, si je dois prendre un exemple, sur la captation d'un match de foot, l'équipe, quand elle revient, elle récupère les cartes SD, les disques durs, l'ordinateur, puis après, elles font un petit montage, un upload d'un résumé, etc. Et donc, il y a une partie du matériel, par exemple mes cartes SD, ou le PC, ou une des deux caméras, qui va être autre part dans le stock. Alors quand on a Hmm. l'habitude, on sait à peu près où chercher et où retrouver le matos. Mais si on fait bêtement et simplement le retour avec que ce qu'il y a dans l'étagère, forcément, on va se dire, ah, mais ça c'est où, ça c'est où? Parce que ça, c'est comme on disait tout à l'heure, si tout le monde n'utilise pas le produit et qu'on laisse un peu de matos à droite à gauche, forcément, bon, ça nécessite plus de vigilance. Mais bon, après, disons que on connaît la façon de travailler des gens et puis on sait retrouver le matos. Et puis heureusement qu'on n'est pas non plus dans un entrepôt de 80 000 mètres carrés pour retrouver une carte SD, donc ça va. Ouais. Ouais, parce que mettre du RFID sur la carte SD, je sais pas si c'est la bonne solution, quoi, derrière ça. C'est ça. C'est surtout que ce genre de petits matos avec les histoires de copies, etc., c'est vraiment le truc qui peut être assez vite perdu. Et sinon, effectivement aussi, un autre exemple, par exemple, moi j'ai fabriqué des petites valises qu'on appelle des valises bidouilles avec des adaptateurs audio, vidéo, avec une petite liste de ce qu'il y a dedans. Et Mhm. potentiellement, cette petite valise, qui normalement a un certain nombre de matos bien définis, je peux retrouver une partie du matos dans une caisse, une autre partie avec une machine, une autre partie dans la valise. Donc effectivement, sur ces petites valises, vu que j'avais fait des kits sérialisés, ça demande un peu de temps au moment du retour de bien refaire la petite valise. C'est là qu'il y a peut-être un peu une perte de temps, mais au moins au moment du départ, j'ai juste effectivement à la scanner et je peux tout faire partir d'un coup. Donc moi, je trouvais que ça marchait plutôt bien. Par contre, effectivement, dans les périodes de rush, quand déjà il y a beaucoup de prod et qu'en plus il faut refaire les petits kits à l'intérieur des projets, Ouais. ça peut être chronophage, mais Ouais. ça fait partie du job aussi, quoi. Hmm. Ouais. Voilà. Ok, mais effectivement, c'est vrai que vous, c'est un peu différent dans la mesure où vous avez dans la mesure où vous avez un peu de post-prod ou etc. à gérer, quoi. Mm, Ok. C'est vrai que ça, c'est, ouais. Là, moi, je rebondis juste sur ce que Luc a dit tout à l'heure et Rémi dans les commentaires dit. C'est vrai que nous, par exemple, sur des gros retours de matal, alors je pense notamment aux platines, où on va avoir plusieurs retours sur le même week-end de clients différents, de projets complètement différents. On fait pas de différence entre tous les projets parce que vu que tout est sérialisé, tout est référencé, on sait où était tel et tel équipement. Et le gros défi, c'est plus les câbles. Donc généralement, en retour, c'est les fly de câbles qu'on va mettre de côté dans des zones bien spécifiques pour pas mélanger. Mais généralement, sur tous les produits sérialisés, plutôt facile de définir qu'il n'y a pas de perte. Et effectivement, comme disait lui tout à l'heure, enfin, pour éviter les problèmes que Luc a rencontrés, nous, personne ne rangerait un retour de prestation. Le camion, Viens, s'il est viens, viens, déchargé dans viens. le dépôt, Non, non, c'est pas. il est fermé et voilà. Il y a rien, rien ne va, rien n'est rangé dans les rayonnages en retour de prestation. C'est pas, Ok, voilà. donc justement, vous avez une zone tampon où. Nous, on a une zone tampon, mais uniquement pour les câbles. Du coup, vu que tout est sérialisé, on sait où étaient les équipements. Dans tous les cas,
on fait pas de différenciation des retours. On vérifie tout dans les retours. On utilise la partie numérisation retour pour pouvoir tout scanner. On sait quel produit était où avec la sérialisation. C'est juste ces fly de câbles là, les câbles qui ont un code unique. Même si demain on passait sur du RFID, on n'irait pas jusqu'à mettre un code différent sur chaque câble. Donc du coup, l'idée c'est vraiment de différencier pour être sûr que tel projet, tel fly est parti sur tel projet. On commence pas à retourner des câbles et mélanger les projets en les câbles des projets en fait. Donc on est plus voilà, on mélange tout ce qui est numéro de série, etc. On mélange tous les projets, c'est pas un problème. Mais par contre, les câbles, on fait bien attention de bien les différencier sur les retours dans le dépôt. Ok, ça marche. Juste pour rebondir du coup à ce que Rémi et Justine disaient dans le chat, effectivement, le fait de pouvoir scanner maintenant en fait sans vouloir faire projet par projet, quand tout revient dans votre entrepôt, effectivement, il y a la nouvelle fonctionnalité de scan retour où en fait on scanne voilà par exemple une CDJ 3000 et on va nous dire ok est-ce que ça vient du projet A, B et C et comme ça vous avez pas besoin de passer projet par projet, Mm. vous pouvez juste scanner de manière générale tout ce qui est revenu dans la soirée et après dire de quel projet ça vient. Ok, d'accord, je vois. Donc effectivement, donc intéressant. Ouais, c'est devant le module entrepôt, Rémi, absolument. Euh, Effectivement, d'accord. Donc zone de tampon, mais plus que pour des câbles. Après, effectivement, c'est vrai que le câble, c'est d'un côté ce qui est ce qui vaut le moins cher, mais ce qui prend le plus de temps à préparer, quoi. Ouais, et qui puis, alors nous on s'est rendu compte sur certains clients qui oubliaient généralement deux trois câbles mis bout à bout sur l'année peut vite revenir cher parce qu'ils vont pas effectivement vont pas oublier de ramener une CDJ 3000. Par contre, c'est pas possible qu'ils oublient deux trois PC16 et le même client sur une même année, on peut vite se retrouver à des sommes assez colossales. Un câble de PC16 de 16 ampères coûte vite cher, donc du coup on essaye d'être méticuleux là-dessus et un peu à l'image. Alors bon, je rentre pas dans les personnes rajoutent. Nous, on utilise Rentman depuis plus de 7 ans, donc quasiment depuis le début de la boîte. Donc, on n'a pas ce débat-là de personnes qui ont d'autres process en interne, ça n'existe pas. Nous, il y a que Rentman, mais par contre, on est très carré sur les départs et les retours. On a parfois même des doubles comptages de câbles en fonction des clients qui peuvent être problématiques. Et au retour, l'idée, c'est vraiment donc les produits. Encore une fois, c'est sérialisé, c'est forcément retourné. Mais les câbles, c'est un vrai sujet sur lequel on passe beaucoup de temps. Ok, intéressant. Bah, justement, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans notre discussion d'aujourd'hui, c'est que d'un côté, on a ouais, VSS et Multicam qui sont établis, qui ont Rentman depuis depuis un petit bout de temps déjà, et Luc et S-Lite, justement, qui viennent de faire l'implémentation en janvier ou février. Et donc, en fait, il y a un peu ces deux ambiances bah, effectivement, Luc, j'imagine que toi, tu dois encore avoir des personnes qui ont des process différents et qui ont. Alors, je sais pas à quel point ils sont réfractaires, mais ça peut toujours être bizarre après plusieurs années de changer ses projets, ses process, quoi. On a viré tous les vieux. Voilà, solution. Et maintenant, Ah, tu passes sur des efficace, stagiaires. efficace. Et j'ai été limite d'âge, j'ai failli me virer moi-même. Luc, oh non, c'est bon, il fait mon travail, je vais le garder. Ok, je vois. Ok, bah, très intéressant. Alors, bon, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on est un peu passé dessus, mais le sujet 2 c'était justement un peu quelles sont les les meilleures pratiques en cas de pénurie, enfin, en cas de rush l'été, etc. Donc, finalement, on peut passer directement au sujet 3 et en même temps, je vois que le temps évolue, donc c'est intéressant. Sujet 3 c'est plus, est-ce que vous avez des idées, vous, ce que vous avez fait, des idées, ce qu'on appelle des quick wins, des victoires rapides, de en fait, des trucs assez simples, mais qui ont un impact assez intéressant sur comment vous avez procédé pour moderniser l'entrepôt, quoi. Ouais, moi, j'ai pas trop de choses à rajouter parce que moi, si je le dis, ça serait d'utiliser Rentman. Depuis le début, on a Rentman, donc j'ai pas de. C'est la meilleure solution qu'on a eue. Alors, il y a forcément l'ajout des QR codes. Là, l'ajout des QR codes nous a permis d'avoir cette traçabilité des articles accrue et ultra précise qui a vraiment changé tous nos process. Donc, on a quand même utilisé. Enfin, on était quand même sur des tableaux Excel pendant 3 4 ans. Avant d'utiliser Rentman et on l'a vite vu sur même si 3 4 ans de boîte la boîte était toute petite, on faisait pas grand-chose mais les choses se perdaient vite. La mise en place des QR codes et un inventaire précis de tout ce qu'on a au dépôt a vraiment
très vite modernisé le dépôt et nous a permis de gagner un temps colossal. C'est toujours long. J'ai vu dans un commentaire au début, c'est sûr que c'est long de rentrer tous ces équipements, tous ces articles Mm. sur Antman, mais c'est la meilleure solution pour gagner du temps derrière. J'aurais pas mieux dit. Mm. Euh, ok, trop bien. Alexandre, toi, une idée Mhm. de petite victoire Bah, rapide? c'est vachement bien résumé, hein. Je vais pas avoir grand-chose à rajouter. L'utilisation de Rentman, de savoir où est mon matos, quand est-ce qu'il est parti, quand est-ce qu'il revient, et si je retrouve un matériel défectueux ou cassé, si par hasard sur le retour ça n'avait pas été identifié, même de savoir à qui ça a été prêté ou alors sur quelle prestation ça a été mis. En fait, c'est un outil de suivi qui permet de récupérer les informations très facilement, quoi. Et même en restant en interne, nous, par exemple, physiquement, au-dessus, on a des développeurs, des ingénieurs ou des commerciaux qui parfois peuvent venir chercher un matos parce qu'ils en ont besoin pour un test, pour le vendre ou peu importe. Et, euh, au bout d'un moment, en fait, on peut pas tout garder en tête de se dire, alors j'ai tel matos qui a été prêté à monsieur machin, à madame le truc. Et bah, ça prend quelques petites minutes de faire une petite fiche Rentman en disant, bah voilà, prêt avec le nom de la Mm. personne, un jour, 2 jours, un an, peu importe. Et au moins, je sais où est mon matos et j'ai pas besoin de le chercher vraiment. Enfin, moi, je pense que c'est le plus gros point. Après, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai pas été là au moment de la mise en place de Rentman, donc j'ai pas Ouais. connu le avant Rentman et le passage à Rentman. Mais par contre, chez nous, tout le monde n'a pas encore le réflexe d'utiliser l'outil. Donc là, depuis quelques mois, une petite année, on force un peu tout le monde à l'utiliser et on voit déjà qu'il y a des petits bénéfices dans le sens où il y a beaucoup moins de pertes qu'avant parce que avant je pense qu'il y avait du matos qui disparaissait et en fait c'est seulement une fois par an au moment de l'inventaire on se dit bon bah voilà on a perdu 250 câbles RJ45 40 multiprises Ah ouais. des Hmm. convertisseurs et puis à la fin on fait bon bah voilà donc je pense que ça limite les pertes et puis ça fait surtout un gros gain de temps pour retrouver son matos, quoi. Hmm. Ok, Voilà. intéressant. Ok, trop bien. Donc toi aussi, finalement, tu penses à virer tous les vieux comme chez S-Lite? C'est sûr que c'est compliqué parce que nous, on en a dans la boîte qui ont plus de 20 ans de boutique et donc Ouais. forcément, ils ont leur façon de faire. Mais moi, je pense que le but, c'est que on va travailler ensemble. S'il veut toujours travailler sur son papier, je vais le transformer en fiche Redman et puis ça me fera une tâche en plus. Mais au moins, il y aura, voilà, on aura une trace. Ok, En gros, je vois. je pense que c'est comme ça que ça a amené à évoluer. Pour faire en sorte que tout le monde ici travaille avec l'outil, quoi. Ou alors Hmm. de former d'autres gens à l'outil et ajouter d'autres super users, mais ça prendrait du temps. Et puis, je pense que tout le monde ici a suffisamment de tâches déjà dans son job de tous les jours. Donc, voilà. On s'adapte et on trouve des solutions petit à petit de façon Mm. aux Ça problématiques. marche. Ok. Luc, une quick wins aussi, parce que je vois qu'il y a plein de questions qui commencent à s'activer là. Ouais. Donc, Très rapidement, dis-nous. on a parlé du suivi du matos. Ok, super, ça c'est très bien. On a tous dit ce qui était cool avec cette fonction. Je dirais aussi que le fait qu'il y ait plusieurs fonctions centralisées dans Antman, le devis, qu'on retrouve tous les projets, le suivi de SAV, nous on s'en sert vachement souvent. Ça, c'est pété, c'est endommagé, pof, on le met de côté, c'est en SAV. Les éléments perdus, voilà, la centralisation des fonctions de Rentman sur tout c'est quelque chose qui est super pratique. On gagne du temps. Avant, j'avais un tableau Excel pour le SAV, j'avais un tableau Excel pour les trucs pétés, j'avais un truc sur ce qui était perdu. Enfin, voilà. Et là, c'est Hmm. centralisé. C'est aussi quelque chose qui est très appréciable. D'ailleurs, c'est bien parce que j'allais rebondir sur ça avant de passer aux questions. Promis, après, on parlera des RFID des questions. C'est que effectivement, donc là, on a parlé entrepôt, mais l'entrepôt, c'est pas uniquement la Mm, préparation et le retour, c'est aussi mm. tout ce qui est SAV. Euh, comment, alors, voilà, il y a une fonctionnalité dans Huntsman. Est-ce que vous, ça a permis, est-ce que ça a modifié les process en interne justement pour gérer ça? Comment vous gérez maintenant la réparation du matériel? C'est un rappel, c'est un outil de bloc-notes vachement pratique parce que c'est un rappel, c'est-à-dire que
On n'a pas 1 milliard de matériel en SAV en général, mais néanmoins, voilà, toutes les semaines, je regarde où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il faut réparer, est-ce que ça s'est revenu. Voilà, ça permet de se délester mentalement de la charge de Mm. ah merde, faut que je pense à envoyer ça, ça, Mm. ça. En général, dès qu'on a un souci, nous on envoie tout de suite en SAV pour vite que Ouais. c'est. Voilà, Et et comme ça. Ouais. c'est un SAV interne que vous avez ou est-ce que vous avez des réparateurs externes Les deux, les deux. On a Guillaume et Nourdine qui sont notre SAV interne. Et puis pour des choses plus compliquées, plus techniques, il y a ouais, des SAV particuliers, enfin externes, ouais, effectivement. Ok, ça marche. Et vous, Gisèle et Alexandre, est-ce que vous avez, est-ce que vous utilisez même en fait la fonctionnalité dans Alors, Antman ou est-ce que vous avez d'autres process? moi, de mon côté, assez peu, dans le sens où quand c'est du matériel en vrac, comme du câble, un touret ou même un moniteur simple, entre guillemets, à partir du moment où il est hors service, en fait, on va faire une variation de stock et on va le supprimer. Même si c'est un Ok, matériel, même si c'est un matériel sérialisé et qu'il est hors service ou perdu, bah, hors service, pareil, on va le supprimer directement dans les équipements, ou alors perdu, c'est avec la fonctionnalité directement dans la petite douchette en disant que le matériel est jamais revenu et qu'on le met en perdu. La seule fois où on s'est servi vraiment de l'onglet maintenance, de réparation, ça a été quand on a dû faire réparer du matériel sensible, donc des ok, caméras PTZ, et qu'on les a ouais. envoyées du coup chez un prestataire dont c'était la mission, où du coup j'ai mis une date de début, une date de fin, je les ai mis inactives jusqu'au moment où on les a récupérés, qu'on les a retestés, qu'on les a réintégrés. Sinon, après, pour tout ce qui est petite réparation, on a la chance d'avoir quelqu'un ici un peu touche à tout, débrouillard et réparateur en tout genre. Donc, quand c'est de la petite réparation, souvent, ça reste en interne. Si c'est juste une petite soudure ou alors ressertir la tête d'un câble ou ce genre de choses, c'est fait en interne. Et puis, dès que c'est testé, en fait, entre guillemets, on s'embête même pas à passer par la maintenance et puis on le fait directement. C'est pas l'outil pour le coup que nous on utilise le plus ici. Peut-être qu'il y aurait des process à mettre, même peut-être pour pouvoir tester du matériel de façon récurrente, parce que là je sais que par exemple en ce moment on a quelques soucis avec des câbles défectueux, que ce soit des câbles RJ45 donc Ethernet ou du câble BNC, où là de temps en temps sur des prestats on me dit ah bah là j'en ai deux qui fonctionnent pas plus un touret qui fonctionne pas. Donc en fait nous souvent on s'appuyait beaucoup sur le retour des gens qui faisaient les prestations, qui nous faisaient un retour en disant bon bah ça marche pas, ça marche pas. On le mettait de côté, on le réparait ou on le changeait, mais c'était pas nous en interne. On n'a pas mis un process dans du style bon bah tous les ans on reteste tous ces matos-là, tous ces matos-là. Donc Ouais. voilà. Nous, on n'a pas fait ça non plus. On n'a pas de maintenance préventive, en tout cas telle quelle. En revanche, quand c'est signalé ou quand nous, à nos tests, on a un problème, on utilise c'est la fonctionnalité de SAV à fond, parce que du coup, bah, ça la permet de la retirer du stock instantanément ou pas d'ailleurs, si jamais l'article continue à être utilisable, ce qui est pas mal, parce que ça crée un ticket SAV, mais en même temps, on peut quand même continuer d'utiliser, de faire sortir du matériel qui voilà. Et on a un petit peu plus poussé les choses parce que maintenant avec j'ai perdu le nom, les parties, j'ai mangé le nom. On peut rajouter des textes personnalisés, Des gens des, de ces euh, des, supplémentaires? des chances de saisie supplémentaires, et on va beaucoup plus loin parce que on parle des PTZ, des PTZ. Là, nous, les Panasonic on a une UE qui est tombée en panne. On a tout de suite la personne qui remarque que cette UE elle est en panne au retour, elle va signaler la panne. Donc cette personne-là est référencée. On va attribuer ce SAV là à la personne la plus compétente chez nous. Donc la personne est aussi signalée sur ces champs de saisie supplémentaires. On va faire déclencher une demande via Rentman de SAV auprès de Panasonic en expliquant toute la panne, etc. On envoie un mail automatique. Panasonic nous renvoie un numéro RMA. On va rentrer le numéro RMA et à partir de Rentman, on va pouvoir générer notre courrier, le bon qu'on va glisser avec la facture, etc. dans le colis. On va vraiment très loin sur ce champ de SAV là qui nous permet vraiment d'avoir une traçabilité, encore une fois, une traçabilité ultra poussée de tout ce qui se passe avec le produit. Et derrière de savoir où on en est la UE 150, ok, elle avait un problème, où on en est, est-ce qu'elle est
est-ce que c'est résolu, où est-ce qu'elle est, un numéro de suivi de colis, etc. Tout est référencé dessus. Donc, toi, nous, on va très loin sur le suivi de SAV avec la fonction SAV. Et Ouais. heureusement qu'elle existe, et heureusement que les champs de saisie supplémentaires existent, puisque avant, tout ce qui était dans les champs de saisie, on les faisait à côté. On avait un drive à côté sur lequel on mettait tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on fait aujourd'hui sur le champ de saisie. Mhm. Ouais, les champs de saisie, ça résout souvent 50% des problèmes Mm, qu'on peut Complètement. avoir. c'est vrai. Ok, trop bien. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour pour ça. Parlons un petit peu RFID, voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous en parlent, qui ont des questions. Comme je vous disais, si vous n'étiez pas là dès qu'on a commencé, mais j'ai juste ici une magnifique flight case pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, puisque je crois que Jean-François avait des questions concernant la RFID, donc tu vas pouvoir voir à quoi ça ressemble. Euh, Vous, du coup, alors je crois que donc Luc, vous êtes sur du code barre Code barre. et Alexandre et Gislain, vous êtes sur du QR code, c'est ça? Mhm. Tout à fait. Alors moi j'ai les deux, je peux faire code barre ou QR code en fonction du matériel et parfois on peut même potentiellement faire les deux sur le même article pour pas avoir besoin de le sortir entièrement de sa caisse, etc. En fonction de la taille. Mais en Ok, tout cas nous on se sert des deux, oui. ça marche. Parce que je vois, donc voilà, typiquement, il y avait Nicolas ou Rémi qui discutaient du fait de mettre des QR codes sur, donc sur les kits, sur les combinaisons. Voilà, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous avez QR code et code barre partout? Ou est-ce qu'il y a encore des choses sur lesquelles vous les avez pas? Typiquement des câbles ou des choses comme ça? Ou est-ce que vous avez tout sérialisé? Comment vous faites ça? Nous, on n'a pas, enfin, les câbles sont pas du tout sérialisés. J'ai vu la discussion avec les combinaisons virtuelles où on n'a pas spécialement besoin parce que dans nos combinaisons virtuelles, on va venir ajouter les numéros de série qu'on veut justement en ouvrant la combinaison. Mm. Ouais. Mais tout est sérialisé hors câble chez nous. Voilà. Ok, d'accord. Et toi, Luc, du coup, puisque c'est vrai qu'il y a aussi vous avez beaucoup de lumière et du matériel un peu plus gros souvent, comment ça se passe? Alors, tout a un Pour les code barre. régies, tu vois. Ouais, tout, absolument tout a un code barre. On a pris beaucoup de temps pour ça, mais franchement, je regrette pas. Ouais. Euh, il y a deux, soit c'est sérialisé, c'est-à-dire que tu as chaque équipement a un numéro différent, soit tu sais, on a cette fonction de code barre en vrac, je te donne n'importe quoi, on a 10 câbles HDMI, ça c'est le même numéro pour chacun des 10 câbles. 15 663, ça sera les câbles HDMI 10 mètres. Et Mhm. ça permet de biper à la préparation au retour qu'on ne s'est pas planté de câble, pardon, qu'on Ouais. a bien mis le bon câble, et de gérer manuellement la quantité en rajoutant, lorsqu'on rachète deux câbles, on va rajouter manuellement dans Rentman l'achat de deux câbles comme ça. Mais voilà, oui, tout est. Nous, on fonctionne au code barre. Et pour aller plus loin, puisqu'il y a beaucoup de questions RFID, pour parler RFID, je pense que pour notre activité, le RFID est pas très bien indiqué parce que en fait, le fait de vérifier, notamment en retour, euh, manuellement, humainement, que tel truc est bien là, etc., c'est une première étape de contrôle pour nous, pour vérifier que le matériel est en bon état. Tout le matériel qu'on loue, nous, n'est pas utilisé par nos techniciens à nous. Il est loué à des équipes, à des productions. Donc systématiquement, on vérifie visuellement, on teste le matériel, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et voilà, le fait de biper chaque élément avec des douchettes. C'est aussi une Ouais. première étape qui dit ah ouais, tiens, tu bipes, le parapluie, il est niqué. Pardon, il est endommagé. Il est endommagé et, euh, et voilà, donc on le voit lorsqu'on scanne l'équipement. Alors que si on passait à la caisse sous un portique ou je sais pas quoi, bah oui, ça ferait rentrer le matériel, mais on le vérifierait pas en fait. Voilà. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est la différence entre. Enfin, en l'occurrence, c'est aussi la différence, je pense, entre la location pour des régies de tournage comme tu fais et Ouais, le pur audiovisuel. C'est qu'effectivement, souvent, c'est de la prestation. Donc, il y a des équipes, c'est des équipes en interne qui gèrent ça. Et donc, en fait, ouais, tu as plus confiance. Alors qu'effectivement, toi, c'est plus de la Mhm. location ouais, à des clients externes qui utilisent ton matériel. c'est ça.
Ouais, moi, enfin, je rejoins Luc, même si c'est nos équipes qui utilisent le matériel, nous, on revérifie tout parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer et on Ouais, voudrait pas ouais, prendre le risque de faire partir un équipement défaillant. Je prends encore l'exemple des platines qui sortent beaucoup chez nous, mais les platines, c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué à suivre et il peut y avoir un problème entre le moment où le client laisse l'équipement et qu'il arrive chez nous. Donc, on revérifie tout. C'est là où le RFID, dans tous les cas, solutionnera jamais ça. Par contre, il peut permettre rapidement, quand le client vient déposer, nous on a développé les parties dans l'entrepôt et on a la partie, il y a la partie sur site et avant la partie retour, on a la partie rapportée qui est pour signaler que le matériel se trouve bien ici. Et pour éviter de faire passer trop de temps aux clients qui viennent déposer du matériel ou aux équipes qui viennent décharger un camion, ça peut permettre rapidement en RFID très rapidement de dire bon bah tout ce matériel-là est bien revenu à l'entrepôt, mais ouais. maintenant, il doit encore passer la dernière étape de est-ce que tout est fonctionnel. Je dirais que c'est Mm. le seul gain de temps que je trouverais, enfin, que je trouve intéressant sur le matériel. Par contre, sur les câbles, c'est complètement autre chose. Alors, c'est marrant parce que tu vois, nous, justement, quand on parle de RFID, parce que j'avais noté que tu avais dit ça et je voulais y revenir, mais en fait, tu peux aussi dire que les câbles, c'est ce qui prend le plus de temps à être scanné. Et donc, en fait, tu te dis, bah, c'est aussi là, c'est pas tant en termes de suivi de matériel, mais plus en termes de gain de temps, qu'en fait, tu vois, là, je vais vous montrer, mais j'ai 115 câbles dans la flight. Ouais. Ça pourrait prendre 5 minutes à tous les compter un par un, alors que là, en 3 secondes C'est, 4 je vais pouvoir tout scanner, quoi. Donc, en fait, ah ouais, non, c'est un peu deux ambiances, quoi. ouais, moi c'est vraiment ce que je disais, c'est sur les câbles c'est un temps réel, c'est un temps brut, on peut pas aller plus vite. S'il faut compter tes 115 câbles, 5 minutes c'est même super court, mais si on doit prendre le temps de bien compter les 115 câbles et puis de les ranger, c'est long. Alors que c'est là où le RFID pourrait solutionner tout ce problème-là, c'est que c'est scanné et ça peut être rangé directement. Alors nous on avait essayé de pallier à ce problème de RFID qui prend un temps et qui est coûteux pour des petites boîtes comme la nôtre à mettre en place. Avec le poids, on a rentré sur Antman le poids de chaque câble le Mm. poids des cases et en se disant on va peser notre case et si notre case fait bien tel poids, ça veut dire que tout est bien rentré. Et après, au moment du rangement, on va identifier s'il y a des câbles qui sont abîmés ou non, comme si on scannait un RFID. Donc le poids était la mesure de mesurer le poids d'un fly case était une des solutions pour retourner rapidement une certaine quantité de câbles. Mais ça reste, il faut mettre en place des balances, faut prendre le temps d'avoir des balances, faut avoir de la place pour mettre les balances Mm. pour peser les failles, c'est encore autre chose. Ouais. Et toi, Alexandre, du coup? Bah, alors nous, on a une grande majorité de notre parc et du petit matériel qui est du matériel en vrac. Donc, ils ont toujours un code barre. Alors, le code barre est pas forcément sur les câbles, mais par exemple sur le gros bac en plastique qui va avoir les câbles pour pouvoir scanner au moment du départ et du retour. Je dirais que le matériel qui est sérialisé chez nous, c'est le matériel qui est un peu sensible, donc tout ce qui va être caméra, ce qui va être pupitre. On a Mm. aussi différents serveurs ou différents PC portables qui partent sur des productions. Donc là, en fonction des licences logicielles qu'il va y avoir dedans, etc., là, je vais être obligé d'avoir des numéros de série pour savoir quel ordinateur, par exemple, a une suite Adobe, lequel n'en a pas, quelle production a déjà fait tel projet pour qu'on renvoie la même, enfin, quel serveur Ah a oui. déjà fait telle prestation, comme ça on n'a pas besoin de recopier tous les fichiers, etc. Donc là-dessus, c'est assez efficace que ce soit sérialisé. Et sinon, en numéro de série, on a un petit peu de matos comme des convertisseurs Blackmagic, par exemple, ou ce genre de matériel. Mais sinon, même ce qui va être moniteur, qu'il soit grand ou petit, ça va être du vrac, 24 pouces, 27 pouces. Nos tourelles, c'est du vrac aussi. Mais tout a un code barre quand même, histoire d'avoir un suivi, d'être scanné au départ et au retour, quoi. Ok. Voilà. D'accord, trop bien. J'avais une question de Justine, justement, toujours sur RFID, une fourchette de prix. Alors, déjà, donc, Justine, c'est bien parce que ça va me permettre d'enchaîner directement sur la présentation RFID. Alors, pour les portiques, nous, on recommande pas les portiques actuellement. On recommande encore des Zebra, des lecteurs Zebra manuels. Là, typiquement, c'est un TC27. Pourquoi on recommande le scanner manuel? C'est parce que souvent, en fait, souvent, les personnes qui ont des problèmes avec le RFID, c'est à cause des portiques RFID. Parce que si la flight est un peu trop grosse ou si les équipements sont un peu trop profonds, ça scanne pas tout. Et c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. L'avantage du scanner manuel, c'est que, bah, bon, oui, certes, ça prend 3 secondes de plus, mais en fait, ça permet de faire vraiment le tour du bestiau et donc de tout préparer. Un scanner comme ça coûte environ 2 000 à 3 000 euros. Et une puce RFID. Alors nous, on a du coup, nous, on a notre partenaire Gear Tracking. Ils sont, ils sont même au nom de la Flight Case. C'est eux qui produisent
du RFID pour nous, ceux qui produisent nos puces. On a différentes puces. En général, on recommande celle-là. Vous la voyez pas très bien parce que c'est sur fond blanc. C'est la RM3. Donc, elle a environ 2 mètres de portée. C'est des puces passives, hein, qu'on demande souvent. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de batterie dedans. C'est le lecteur en fait qui va aller chercher le signal de la RFID. Et ça fait 3 cm sur 1 centimètre. Voilà, c'est autocollant, etc. Euh, pour vous montrer du coup rapidement, j'ai donc mon scanner sur un projet. Alors là, vous voyez, ouais, bon, c'est sur fond blanc, donc vous voyez moyennement. J'ai ouvert mon entrepôt. Ouais, quelle idée de l'avoir sur fond blanc aussi. J'ai donc mon application Rentman sur mon scanner Zebra avec mon entrepôt, puisque j'ai un projet qui doit partir aujourd'hui, admettons. Et dans mon projet qui est en préparation, il faut vous imaginer que vous avez votre technicien qui prépare tout. Et en fait, dans ma flight, du coup, j'ai une petite centaine de câbles comme cela. Et chacun des câbles a du coup une puce RFID dans le connecteur sur une gaine thermo, qui sont également vendus avec. Et pour les plus gros câbles, ils sont directement dans le connecteur qu'on a démonté. Hmm. Donc voilà, faut vous dire, le technicien prépare tout. Bon, on a fait le compte, a priori, on a tous les câbles. On ferme la flight, ça grince un peu. Et ensuite, je vais tout simplement prendre mon scanner. Donc là, la flight est fermée, hein, et je vais pouvoir commencer à. Vous devez l'entendre. Chaque bip, c'est une puce qui est repérée. Donc j'ai 115 câbles dedans. Je suis déjà à 109. Alors maintenant, il faut que j'arrive à trouver les derniers. Ah, alors qu'est-ce qui se passe cette fois? Ah, alors attendez, je crois que j'ai un problème un problème avec mon canon, du coup. C'est bien, c'est parfait, j'avais tout prêt. Je l'ai vérifié 3 fois tout à l'heure, ça marchait. C'est les aléas du direct, comme on dit. Ah, purée. Bon, voilà, alors typiquement. Le scanner c'est déconnecté du lecteur, donc là ça repère plus rien. Mais bon, vous avez compris le procès, c'est que en fait ça va repérer toutes les puces QR code, toutes les puces RFID, puisque je les ai toutes rentrées en numéro de série dans mon Constraint Man. Ça va tout réserver et après j'ai plus qu'à cliquer sur réserver et en fait, pour passer à l'étape suivante. Et typiquement, si j'ai oublié un câble et qu'il n'en retrouve que 114, j'espère que vous m'entendez, pardon. Si je passe à 100K, s'il m'en manquait un, je vais pouvoir le voir et en fait rajouter celui qui me manquait. Et ils sont sérialisés tes câbles ou Les câbles, ils sont ouais, en vrac? les câbles sont sérialisés. En fait, juste avant, j'ai ajouté 115 numéros de série Ah pour oui, chaque donc câble. c'est des vrais numéros de série. On peut pas avoir 115 numéros génériques. Non, parce que en fait, chaque puce, alors là, je sais pas si vous les voyez, mais en fait, chaque puce a un Hmm. petit code, un Ouais. peu comme les QR codes. Et du coup, en fait, chaque puce a son propre identifiant, en fait. Et du coup, on sait Hmm. que bah, il y a la puce tac, 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 il y a chaque puce qui est repérée, quoi. Ok. Et du coup, pardon, Justine, je n'ai pas répondu totalement à la question, mais la puce RFID, donc typiquement la RM3, il faut compter environ 1,60 € par puce. Voilà. Et pour la petite histoire, nous, donc voilà, vous le savez tous, Rentman est une boîte néerlandaise, un de nos premiers clients néerlandais euh, qui marche totalement maintenant au RFID. Maintenant, donc, de base, ils avaient 5 personnes en fait dans l'entrepôt. Et en fait, grâce au RFID, ils sont passés à 3. Alors, je vous rassure, il n'a pas viré les 2 mecs, hein. Ils les ont juste passés en chef de projet. Donc, en fait, 3 personnes font le même boulot que 2 avec le même flux. Et il a juste de nouveaux chefs de projet pour faire encore plus de propal, de devis, etc., quoi. Voilà. Alors, on va en profiter maintenant pour les questions. Donc, alors, il y avait une question. Ah, alors je vois qu'il y a un nouveau message. Eh ben, il n'y a pas de quoi, Justine. Quel type de matériel ne sérialisez-vous pas? Bon, est-ce que les câbles, consommables, etc. Donc les consommables, c'est des équipements d'achat, ils peuvent pas être customisés, ils peuvent pas être sérialisés, mais est-ce que les pinces de micro, ou même des clamps ou des trucs comme ça, est-ce que vous les sérialisez? Chez nous, non. Par exemple, mettre des bras magiques, des clamps, Ah ouais. même un micro canon qui irait sur une petite caméra à main, ça reste du vrac pour nous. Ça va vraiment être du gros matériel sensible chez nous Hmm. qui est sérialisé. Mais après, je pense que tout fonctionne en vrai. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire, à mon avis. Ouais.
Ou même des bols de caméra ou des trucs comme ça? Franchement, non, on travaille vraiment beaucoup avec le vrac. Après, effectivement, je pense que le fait de prendre le temps de tout sérialiser, ça peut permettre quand même d'avoir un meilleur suivi dans le cas où, par exemple, on détecterait pas tout de suite au moment du retour une panne ou un objet défectueux, pour pouvoir savoir du coup à quel moment il y a eu l'incident. Par exemple, moi, Ouais. mes tourets sont en vrac. Si à un moment, je vois que, il me manque, par exemple, une tête XLR sur mon touret et que je m'en suis pas rendu compte, au retour, mais seulement au moment où je le ressors, du coup, j'aurais pas moyen de savoir, à quel moment il est revenu dans cet état. Mais sinon, voilà. Je pense que c'est principalement, pour ça que, le numéro de série, il est pas mal sur certains objets. Après, moi, j'avais pas été là au moment de la création du stock et de la mise en place, donc du coup, Ouais. j'ai suivi un peu la façon dont ça se faisait. Et bon, qui sait, peut-être qu'un jour ça changera et qu'on prendra le temps de changer ou d'évoluer, hein. C'est pas forcément écrit dans le marbre de rester avec ces process-là. Non, bien sûr. Ok, intéressant. Et toi, Luc, du coup, parce que je sais t'avais un sujet typiquement sur des bols de caméra, etc., ou des bols de flash. Comment ça se passe pour vous? Je dirais que 90% de notre équipement est sérialisé avec des numéros individuels, Ouais. vraiment. Voilà. Ce qu'on va pas sérialiser, par exemple, qui seront en vrac, mais avec donc un code barre, ça va être des petits câbles de connecteurs entre deux transmetteurs radio, tu vois, un câble de connecteur SDI entre transmetteur radio et caméra. On en a 10, ça va être le même code. On rentre une quantité, mais bon, voilà, il y a un code barre qui permet de s'assurer qu'il est présent, qu'on le prépare, qu'il part bien, que c'est le bon câble. Ouais. Voilà. Mais nos super clamps, nos bras magiques, on a beaucoup de choses qui sont vraiment sérialisées avec numéro individuel. C'est vrai que c'est assez pratique parce que ça permet, même les câbles, beaucoup de tous nos câbles électriques, bah ouais, tel prolon, il a été oublié chez dans tel prod, à tel endroit. Et notamment, on s'est rendu compte à l'inventaire cet été que ça nous a permis de retracer des manquants, un truc qu'on ne retrouvait pas. Ah, mais oui, c'est tel client qu'il avait perdu, ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Donc, la sérialisation, elle n'est pas très compliquée, en fait, et à mettre en place. Et c'est très efficace, ouais. Ok, ça marche. Je vois il y a eu deux fois, il y a eu deux questions concernant le cross-docking, donc qui est une fonctionnalité de Rentman. Alors c'est un peu particulier le cross-docking pour vous expliquer. Ça vous permet de voir en fait les équipements, quel équipement doit arriver et repartir dans les 12, 24, 48 ou 48 prochaines heures. Et ça permet typiquement s'il y a un équipement qui doit partir le lendemain même alors qu'il revient 5 heures avant, vous vous dites, je vais le rescanner directement et comme ça permet de préparer en fait des transitions assez légères, quoi. Ouais. Et combinaisons, c'est pour savoir le statut des combinaisons typiquement physiques, celles qui sont Non, je complètes ou trouve non. que, tu vois, ça, Luc, ton micro est ouvert. Pardon, Hugo. Non, non, pas de souci, mais si tu pas de souci. Pardon. Ok, je pense qu'on a fait le tour des questions, puisqu'après il y a des questions dans lesquelles vous êtes répondus entre tous. Plusieurs, c'est de la stérilisation. Dans la stérilisation et trouver les bons supports qui tiennent. Ah oui, pour les étiquettes. Oui, effectivement. Alors, c'est par exemple l'avantage des RFID, puisque vous avez deux petits trous sur le côté pour le fixer avec s'il faut visser ou un truc comme ça, quoi. Ah, moi, je rebondis sur Nicolas. Nicolas, il y a sur le site de Ratman, nous, on est passé sur Zebra et sur le site de Ratman, ils conseillent une imprimante et ensuite avec l'imprimante, ils conseillent du papier et on a eu beaucoup de difficultés à trouver le bon support pour les fly, surtout pour les fly. Bon, le matériel, ça bouge pas trop, mais sur les fly qui restent au soleil, etc. Et on a des étiqueteuses Zebra avec des étiquettes Zebra qui coûtent cher mais qui est vraiment super efficace. Voilà, pour le coup, et c'est sur le site de Redman. De Rentman ou de Gear Tracking? Non, Redman. Pour les étiquettes, hein, pour les étiquettes. Ouais, 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 d'accord. Ouais, Ok. Redman, ouais. Redman, il vous parlait un moment sur un sujet d'une imprimante Zebra, la ZD 421, quelque chose comme ça. Et les étiquettes, pour le coup, tiennent vraiment bien. Bah, moi, j'ai ça, hein.
Si, ça marche très très bien. Alors, j'ai pas trop ce problème, je pense, des flags qui restent au soleil. On n'est pas sur des festivals, tout ça, on est beaucoup en studio et tout ça. Et nous, c'est la GK 420, c'est une toute petite étiquette, pardon, imprimante, Zebra, et étiquette de la marque Zebra. Il y a plusieurs qualités, je me souviens, parce que nous, on a acheté un lot Mm. énorme il y a 6 mois, mais il y a plusieurs qualités selon les contraintes en termes de résistance à la chaleur ou résistante. Et ça, c'est sur le site de Zebra. Euh, et donc, effectivement, ça coûte plus cher qu'une étiquette basique, mais c'est très très efficace. Ça colle bien, la lisibilité reste longtemps, puis de temps en temps, on les change et puis voilà quoi. Mais c'est pas des coûts démesurés, hein, c'est vraiment, c'est assez raisonnable hein, quand même, hein, franchement, mais ça marche bien. Ouais, ça dépend en fait de la durée, comme tu disais, du temps pour lequel ça va rester collé, quoi. Mm. Euh, ok, trop bien. Bah, je sais pas si vous aviez un dernier sujet à évoquer avant qu'on passe juste aux petites annonces, voilà, pour la France. Est-ce qu'il y a un sujet, quelque chose que vous voulez que notre audience garde en tête avant de nous quitter? Un point en particulier, dites-nous tout. Pas pour Non? ma part, non. Ouais, j'ai pas spécialement d'idée non plus. Bon, ça marche. Du coup, avant de se quitter, quelques petites annonces. Vous avez dû voir qu'on vous a envoyé un questionnaire concernant GHS spectacle. C'est parce que on est en train, en fait, on a déjà, à vrai dire, sorti une version alpha d'une intégration. Donc, si vous avez des questions, en fait, on est intéressé de savoir à quel point ça peut intéresser nos clients français qui utilisent déjà GHS Spectacle pour les déclarations de techniciens, pour tout ce qui est génération de DPAE, de contrats, etc. Pour savoir à quel point on pousse le truc. Ah, Benjamin, tiens. Voilà, donc si vous avez des questions, voilà, vraiment répondez autant que possible à ce questionnaire. Ça vous permettra vraiment de savoir à quel point les attentes sont élevées pour ça et surtout ce que vous voulez. Comme ça, on pourra faire quelque chose qui vous correspondra vraiment. Le questionnaire ferme demain soir. Donc allez-y, soit ce soir en rentrant au boulot pendant le 20h ou bien demain si vous avez le temps pendant la pause du matin ou du midi. Première chose. Deuxième chose, du coup, comme vous le savez, tous les ans, on est au JTSE. On y sera à nouveau cette année et notre flight case sera là. Mais cette année, on fait également un nouveau salon à Paris qui est le Paris Audio Video Show qui se passe le mois prochain au Palais des Expos, qui se passe à Paris. J'ai oublié le nom de la localisation. Mais donc voilà, ça sera l'occasion de se revoir également si vous avez des questions à ce moment-là. Et bonjour Jean-François, coucou du Québec, coucou. Et dernier point également, on est en train de travailler sur un événement ce qu'on appelle un événement de communauté, en quelque sorte, pour tous nos clients français. Oui, Nicolas, ok, on trouvera des phrases Sagada au JTSE, promis. Et du coup, gardez vos calendriers ouverts le 25 novembre, donc la veille des JTSE, on va organiser un événement à Paris dans un bar pour tous nos clients français. L'idée, c'est voilà, de se réunir la veille des JTSE pour discuter, pour networker ou vous pas discuter entre vous en fait comme vous l'avez fait pendant toute la mission. Euh, voilà, c'est du networking, trouver des bonnes adresses, discuter un peu, même de rencontrer l'équipe Rentman puisque comme ça on aura l'occasion de discuter encore plus. Vous allez avoir plus d'informations qui va arriver, mais ça se passera donc la veille des JTSE le 25 novembre à Paris. Et vous allez recevoir toutes les informations. On est en discussion avec un lieu actuellement pour organiser ça. Donc voilà, réservez cette durée et sinon on se verra pour certains le week-end prochain, le mois prochain à Paris pour le Paris de Show et sinon ça sera au JTSE. Ok? Merci Hugo. Il n'y a pas de quoi. Merci messieurs d'être venus. Luc, merci d'être venu, surtout en cette période de rush pour toi. Bon courage pendant la Paris Fashion Week. Et, Merci. et à bientôt messieurs. À bientôt. À bientôt, À merci bientôt, au beaucoup. revoir, bon courage. Bon Allez, au courage à revoir. tous. Salut.